Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie des 30 histoires les plus mystérieuses. Si vous avez déjà regardé la première partie et que vous l'avez appréciée, je pense que vous allez d'autant plus apprécier cette seconde partie. Préparez-vous à être surpris par les 15 récits que vous allez voir sur votre écran. Si jamais vous n'avez pas encore vu la première partie, elle est toujours disponible sur la chaîne, c'est la vidéo qui a été postée juste avant celle-ci. Et si vous êtes prêts, sans plus attendre, plongeons ensemble dans ces nouvelles histoires mystérieuses fascinantes. Cette histoire est l'histoire d'une famille sans histoire, la famille Ackerman, composée de Florence et Reynald, les parents, et de Aurélia, âgée de 15 ans, ainsi que de Laura, la plus jeune de la famille, âgée elle de 12 ans. Cette famille envisage au cours de l'année 1993 de déménager. Effectivement, l'appartement familial devenait trop petit pour répondre aux besoins de la famille. Donc, les parents Ackerman se sont mis à la recherche d'un nouveau logement pour accueillir tout le monde dans la ville de Louviers, une petite ville en Normandie. C'est au mois de novembre de l'année 1993 que les parents ont fait une découverte des plus joyeuses. On dit que le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Une vieille dame est décédée, laissant son logement vacant. Une maison dans le centre de Louviers, une maison qui se traduit comme une véritable aubaine pour la famille. Une visite est organisée, tout le monde est présent et surtout très excité. Cet endroit est un peu comme un cadeau de Noël avant l'heure. Peut-être un signe du destin, après des mois difficiles à rechercher un logement. Et en arrivant sur place, la famille constate que la maison a un certain cachet. Elle se dénote aisément des autres maisons du quartier. Le froid et la pluie ont poussé la famille à pénétrer rapidement à l'intérieur de la maison. Tout le monde était très excité. En poussant la porte d'entrée, la famille Ackerman a pu remarquer que la maison avait probablement un passé bourgeois. Quelque chose de tout à fait plausible pour cette demeure bâtie en 1873. Dès leur premier pas à l'intérieur, une atmosphère étrange est ressentie. Il règne quelque chose dans cette maison. Mais quoi? Impossible de le dire. Une chose est sûre, la maison semble cacher quelques secrets. Et non pas dans sa construction. En l'état, la maison ressemble à n'importe quelle autre maison. Aucun détail macabre à signaler, aucun corps n'est retrouvé, rien d'effrayant. La seule chose qui dérange, c'est un ressenti. La maison, à l'intérieur, n'est pas en très bon état. Non pas qu'elle est délabrée, mais la vieille dame qui vivait là par le passé n'était probablement plus capable d'entretenir une si grande maison à elle seule au vu de son âge avancé. Cette maison était une maison en plus à étage, et en parlant de l'étage, il était également fort probable que notre défunte ne s'y rendait plus depuis des années. Quand la famille s'y est rendue, ils ont fait comme un bond dans le temps. De la poussière et des toiles d'araignée, c'est comme si personne n'avait vécu à l'étage ou ne s'y était rendu depuis une trentaine d'années. L'étage en lui-même était composé de plusieurs pièces. Certaines envisagées comme des chambres pour les filles, une petite pièce qui fait office de buanderie ou de dressing, il y avait un accès au grenier par un escalier, et finalement une chambre parentale avec sa propre salle de bain. Une salle de bain assez atypique d'ailleurs. Il est clair que cette pièce était autrefois une chambre à coucher, qui a été transformée en salle d'eau. Et c'est dans cette pièce précisément que la sensation étrange que la famille avait ressentie en entrant dans la maison était la plus présente. On ne se sentait pas bien dans cette salle de bain, on se sentait mal accueilli. L'endroit était clairement lugubre, comme si quelque chose dans cette pièce voulait nous pousser à nous en aller. De plus, la seule fenêtre qui permettrait d'éclairer la pièce était condamnée, forçant donc la lumière du jour à rester à l'extérieur. Malgré toutes ces observations, l'ensemble de la famille était plutôt enthousiaste à l'idée de s'installer dans une telle maison. Pour eux, nul doute qu'ils chasseront toutes ces sensations étranges, ce côté lugubre, avec leur amour, les bons souvenirs qu'ils vont créer dans cet endroit. De plus, ils associent les sensations étranges qu'ils ressentent au fait de savoir que la vieille dame qui est décédée et qui laisse cette maison vacante est décédée en fait dans la maison. Et effectivement, on peut le comprendre. Entrer dans un lieu où le dernier habitant était la mort, ça se ressent. Il n'y a qu'une seule tâche concernant la vision de cette nouvelle vie qui, a priori, semble fabuleuse. C'est Laura, la plus jeune fille de la famille. Elle se sent extrêmement mal à l'aise. Et d'ailleurs, elle parle de son mal-être à ses parents. Son choix est clair, elle ne veut pas vivre dans la maison. Elle a peur, et ça se voit clairement au teint pâle de la peau sur son visage.
Mais ce qui est assez troublant dans ce qu'elle dit à ses parents, c'est qu'elle ne dit pas que la maison lui fait peur. Elle dit qu'elle ne veut pas vivre dans la maison parce que il fait peur. Et elle le dit avec des larmes qui coulent sur son visage, une voix tremblante. Et naturellement, ses parents lui demandent qui est ce fameux il, la personne à qui elle fait allusion. Et d'une main tremblante, Laura pointe le dressing. Elle dit qu'elle y a vu un homme grand, portant un long manteau, un chapeau large, et qu'il était menaçant. Sa mère, pour la rassurer, l'a prise dans ses bras. Et elle lui a dit que parfois notre imagination pouvait nous jouer des tours. Là, une grande question se pose pour la famille. Faut-il emménager dans la maison ou pas, sachant que l'un des membres de la famille, cette famille soudée, n'en a pas envie. Le doute s'installe, mais ne persiste pas bien longtemps. Le choix est presque en fait imposé. Cette maison est la seule maison disponible qui correspond à ce que recherche la famille Ackerman, et ils ne peuvent pas rester dans leur domicile actuel, c'est hors de question. Donc, la décision est prise. La famille déménagera dans cette nouvelle maison, et ce, malgré les avertissements de Laura. L'emménagement se passe, la maison est remise en état, y compris l'étage. Toute la famille met la main à la pâte, y compris Laura. Mais la seule chose que la fille refuse de faire, c'est de nettoyer la pièce où elle a vu l'homme lors de la visite de la maison. Donc c'est sa sœur Aurélia qui se colle à cette tâche. Quelque chose de surprenant va se passer alors qu'elle était en train de nettoyer la pièce. Alors qu'elle dépoussiérait les étagères du dressing, elle a fait une découverte. Un petit objet rond, très poussiéreux. Elle l'a nettoyé et elle a vu que c'était une sorte de bouton métallique. Elle ne sait pas d'où peut venir ce bouton, mais ce dont elle est sûre, c'est qu'il a l'air très ancien. Elle pense donc que c'est probablement un bouton qui appartenait soit à une veste ou alors à un uniforme militaire, ou peut-être même d'ailleurs à un manteau. En trouvant cela, elle repense tout de suite à ce qu'avait dit sa sœur. Donc, dans le doute, elle décide de montrer le fameux bouton à sa mère. La mère Ackerman promet qu'elle se renseignera, mais elle demande à Aurélia de garder le secret sur cette découverte pour ne pas affoler Laura. Une fois que le grand ménage est terminé, la famille est prête à entamer sa nouvelle vie. Les premières semaines se passent dans la plus simple des tranquillités. Et une journée, alors que Florence, la mère de famille, entretenait sa maison, elle faisait un peu de ménage, elle est retombée sur le fameux bouton métallique que lui avait confié Aurélia. Se disant que c'était quelque chose qui en fait n'avait pas une grande importance, elle a décidé de s'en séparer, c'est-à-dire de le jeter. Ce que Florence ne savait pas, c'est qu'en faisant ce geste, ce tout petit geste, allait avoir de lourdes conséquences sur la famille. Effectivement, c'est à partir de ce jour que des événements étranges ont commencé à se produire. La famille a commencé à ressentir une présence à certains moments, à certains endroits de la maison, comme si quelqu'un les observait discrètement, chacun à leur tour. Dans un premier temps, pas d'affolement. Tout le monde met ça sur le compte de l'imagination. Il ne s'est jamais rien passé dans la maison, donc pourquoi quelque chose commencerait comme ça? Tout le monde se dit que ce genre d'histoire, ça n'arrive que chez les autres, non? Et au fil du temps, les événements se montrent de plus en plus présents. Jusqu'en septembre 1994. Nous sommes un soir où Florence et Reynald sont sortis dîner chez des amis, laissant donc Aurélia et Laura seules à la maison. Les deux jeunes filles étaient très contentes de passer une petite soirée entre sœurs. Elles avaient prévu de manger tranquillement devant la télévision. Et aux alentours de 19h45, Laura a décidé d'aller prendre une douche. Aurélia, la grande sœur, elle, préparer tranquillement le dîner, et alors qu'elle était concentrée sur sa préparation, elle a entendu quelque chose à l'étage. Elle entendait quelqu'un se déplacer rapidement, traversant l'étage jusque vers la salle de bain, et de manière tellement précipitée que cette personne faisait même tomber des choses sur son passage. Pour Aurélia, pas d'inquiétude, c'est sûrement sa sœur qui avait oublié quelque chose. Mais son opinion s'est vite dissipée quand elle a entendu le cri de sa sœur. Tout de suite, Aurélia s'est précipitée pour voir ce qu'il en était. Elle est entrée dans la salle de bain et elle a été surprise par le spectacle qu'elle avait devant elle. Elle a vu Laura, dans un coin de la salle de bain, une serviette pour se couvrir, assise sur le sol, totalement apeurée. Toute la pièce était sans dessus-dessous. Tout était dévasté, comme si quelqu'un était entré dans une colère noire dans la pièce et avait décidé de tout détruire. Des serviettes, des produits de bain, tout était sur le sol. Laura, qui se trouvait dans la salle de bain, n'a rien vu, ce qui a paniqué Aurélia, car si ce n'est pas elle qui est la cause de tout ce désastre, qui est-ce? Les deux jeunes filles se sont rassemblées et elles ont appelé leurs parents, qui ont mis fin à leur dîner pour rentrer rapidement à la maison. Cet événement a été le point de départ d'une nouvelle étape dans cette histoire de hantise.
Tout s'est amplifié à partir de là. La famille ne sait plus comment agir entre les périodes de forte activité clairement paranormale et les périodes de calme où on pourrait penser que cette maison est une maison des plus tranquilles. De plus, il n'y a pas que des événements isolés comme ce qu'il y a eu juste à présent. Les membres de la famille eux-mêmes commencent à être touchés personnellement par ce qu'il se passe dans la maison. Reynald, par exemple, le père de famille, a vu son comportement drastiquement changer, mais seulement quand il se trouvait dans le grenier qu'il avait aménagé comme sa pièce à lui. Normalement d'un tempérament plutôt calme, une fois qu'il mettait les pieds dans le grenier, il devenait très agressif, très irritable, à tel point que les autres membres de la famille se sont mis d'accord de ne pas entrer en contact avec lui quand il était dans cette fameuse pièce. Et ce qui est d'autant plus surprenant, même troublant, c'est que dès que Reynald sortait du grenier, il retrouvait son comportement naturel. Les événements ont continué à être de plus en plus fréquents, même plus dangereux, car Laura et Reynald ont commencé à être pris par des phases de somnambulisme, chose qu'ils n'avaient jamais eu par le passé. Et là où c'est problématique, c'est que Reynald a failli, pendant l'une de ces phases, se jeter par la fenêtre du premier étage. Il ne doit son salut qu'à sa femme qui est intervenue à temps. La porte d'entrée claquait d'elle-même, sans même parfois s'ouvrir, il n'y avait que le son de la porte qui claque. Quand ce genre d'événement est arrivé, au début la famille pensait que c'était quelqu'un qui rentrait à la maison, mais à chaque fois il ne trouvait personne. Parfois, ce fameux son de claquement était précédé par des bruits de pas précipités de l'étage, puis dans les escaliers et vers la porte, comme si quelqu'un sortait de la maison précipitamment. Et un soir, la famille a été réveillée par ce même bruit. Tout le monde s'est rassemblé, un peu paniqué, mais alors que tout le monde était réuni, une personne manquait à l'appel. Cette personne était Laura. En voyant son absence, sa mère s'est précipitée à l'extérieur. Elle a retrouvé sa fille en pyjama, avec le visage sans expression, qui attendait au milieu de la route. Quelque chose qui aurait pu être très dangereux. Et ce qui est très étrange, c'est que quand Laura est revenue à elle, elle ne se souvenait pas de cette fameuse sortie nocturne, comme si elle n'était pas en pleine possession de son corps lors de cette soirée. Tous les membres de la famille, sans exception, vivent des événements. Mais le père de famille, Reynald, lui, prend plutôt les choses à la rigolade. Pour lui, ce ne sont que des coïncidences, ce n'est que le fruit d'une imagination débordante. Mais c'est quand un facteur et même l'un de ses amis assistent au fameux phénomène de la porte qui claque que là, il se rend compte que ce qui se passe dans sa maison n'est pas une blague. Lui aussi comprend que sa maison cache quelque chose de sombre. Florence, elle aussi, personnellement, a été la victime de certains phénomènes. Alors qu'elle venait de sortir de la douche, elle était sur le point de se sécher les cheveux, ses cheveux qui étaient placés juste derrière elle sur une étagère. Elle pouvait le voir dans le reflet du miroir et en se retournant pour le prendre, le sèche-cheveux avait disparu. Elle ne comprenait pas, elle s'est donc retournée de nouveau vers le miroir et là, de nouveau dans le reflet, le sèche-cheveux était bien là. Pensant que son imagination lui a joué un tour, elle se retourne de nouveau et le sèche-cheveux avait disparu. Ce jeu de cache-cache a duré un petit moment, jusqu'au moment où finalement le sèche-cheveux était bien présent dans le reflet et dans la réalité. Elle a aussi eu l'occasion d'entendre des bruits de pas, alors qu'elle était seule dans la demeure, des bruits de pas qui ne semblaient appartenir à personne. Et à une autre occasion, alors que Florence faisait un brin de ménage dans sa demeure, elle a remarqué une tache qui était comme incrustée sur une lampe. Elle s'est dit que peut-être quelque chose avait éclaboussé la lampe, ou peut-être que quelque chose avait collé du plafond, mais quoi qu'il en soit, ce qu'elle s'est dit, c'est qu'elle allait nettoyer cette fameuse tache. Non sans mal, elle y est parvenue. Pour Florence ici, rien de surnaturel, mais une fois que la tache a été nettoyée, le lendemain, la tache était de retour sur la lampe comme si Florence n'y avait jamais touché. Un peu surprise, Florence s'est dit que peut-être elle avait mal nettoyé la lampe. Donc elle s'est remise à nettoyer la lampe, elle a réussi à enlever la tache, et de nouveau le lendemain, la tache était de retour. La mère de famille ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais elle a fait un lien avec tous les phénomènes présents dans la maison quand elle a vu la tache réapparaître devant ses yeux. Elle a donc abandonné, sachant qu'elle ne pourrait pas se battre avec quelque chose qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne voit pas, et au bout d'un certain temps, la tache a disparu d'elle-même. Quoi qu'il en soit, au bout de tous ces événements pour la famille, il n'y a plus de doute sur une chose. Il faut partir. Toute la famille se prépare donc à déménager après avoir trouvé une nouvelle maison, beaucoup plus accueillante lors de la visite, mais Aurélia, la plus grande des sœurs, peu avant de déménager, demande à sa mère si elle a pu se renseigner sur le fameux bouton qu'elle avait découvert lors du nettoyage du dressing. Sa mère lui a dit que non, elle n'avait pas eu le temps de le faire, et c'est donc Aurélia qui s'est collée aux recherches.
Des recherches extrêmement fastidieuses, car la jeune fille ne savait pas vraiment ce qu'elle cherchait. Mais comme le destin avait fait emménager cette famille dans cette étrange demeure, celui-ci lui a aussi permis de trouver des réponses. Alors qu'elle parcourait un ouvrage sur les vêtements militaires du 19e siècle, allant jusqu'à la Première Guerre mondiale, Aurélia est tombée sur un dessin représentant un homme avec un long manteau et un chapeau large. Tout de suite, elle fait le lien avec la description que Laura avait fait d'un homme qu'elle avait vu dans le dressing. Mais ce qui a réellement attiré l'attention de la jeune fille, c'est que sur le manteau de l'homme représenté, il manquait ce qui semblait être un bouton métallique. Est-ce qu'un militaire avait vécu dans la maison et son esprit y reposait, réveillé par le geste de Florence qui a jeté le bouton qui lui appartenait? Léa Ackerman et personne ne peut encore l'avérer. Est-ce que cette demeure était hantée par la vieille dame défunte, celle qui a laissé sa place au Ackerman, ou alors par un militaire qui avait laissé dans le dressing le bouton de son manteau? Un militaire qui a vu son esprit être éveillé par le geste de Florence, celui de jeter son bouton, ou alors est-ce que c'était quelque chose de bien pire dont nous n'avons pas réellement connaissance, ou la somme de tout cela? C'est ce qui fait tout le mystère de cette maison hantée de Louviers. Dans cette nouvelle histoire, c'est une histoire très particulière car c'est celle que va partager une abonnée que nous appellerons Mindy, une jeune femme qui a été aide-soignante pendant 7 ans, dans un endroit ancien qui a été transformé en bâtiment médical. À l'intérieur, tout était d'époque, y compris l'architecture. Et Mindy explique que dans son établissement, ils accueillent tout type de patients. Elle travaillait de jour et elle avait une collègue, également une amie, qui elle travaillait de nuit. L'établissement était sur 3 étages, avec un hall ancien et un vieil escalier en bois. Nous sommes au rez-de-chaussée, où il y a un long couloir qui donne sur plusieurs chambres de patients. Et au bout de ce couloir, il y a 2 portes, qui donnent accès à la salle à manger, où les patients peuvent se restaurer. Une nuit, la collègue de Mindy faisait sa ronde habituelle au rez-de-chaussée. Elle se trouvait au début du couloir et en entrant dans celui-ci, elle a vu au bout du couloir une personne en blouse blanche entrer dans l'une des chambres. Pensant que c'est une collègue, cette aide-soignante essaye d'interpeller la dite collègue. C'est quelque chose qui a surpris la collègue de Mindy parce que normalement à ce moment-là, elle est censée être seule avec une infirmière qui elle était au moment où cette personne en blouse blanche a été aperçue au premier étage en train de distribuer des médicaments. Donc l'infirmière ne pouvait pas être au rez-de-chaussée, donc si ce n'était ni la collègue de Mindy, ni l'infirmière, qui était l'individu en blouse blanche. Pour en avoir le cœur net, l'aide-soignante décide d'aller au bout du couloir pour voir qui était cette personne. Dans la chambre où cette personne en blouse blanche était rentrée, il n'y avait qu'un patient qui occupait bien la pièce. La collègue de Mindy s'est dirigée vers la porte. Elle appréhendait de l'ouvrir de peur de découvrir quelque chose qu'elle aurait voulu éviter. Doucement, elle a ouvert la porte et à l'intérieur, rien du tout. Simplement le patient qui occupait la chambre et qui dormait tranquillement. L'aide-soignante ne comprend pas où est passée la personne en blouse blanche. Donc elle referme la porte, elle retourne dans le couloir, fait un tour du rez-de-chaussée à la recherche de cette personne qu'elle a vue. Ne trouvant personne, elle est allée voir l'infirmière à l'étage pour demander si c'était elle ou alors s'il y avait quelqu'un d'autre, et l'infirmière assure qu'elles ne sont que 2 dans l'établissement médical à ce moment-là. Mindy, en entendant cette histoire, a été sous le choc. Elle-même ne comprenait pas toute la situation qu'on lui avait racontée, mais elle pense que la personne qui a vu sa collègue est quelqu'un qui, peut-être, résidait dans l'hôpital à un moment donné du temps. Un hôpital aux histoires lugubres, en lien souvent avec des décès. La Dame Blanche a eu beaucoup de caractéristiques. Considérée comme une entité surnaturelle, une fée, une sorcière, une lavandière de la nuit ou alors même un message de la mort elle-même. Le phénomène de la Dame Blanche est un phénomène qui s'est étendu à peu près partout dans le monde. Mais en France, nos Dames Blanches sont quelque peu particulières. Ce seraient des sortes de fantômes prenant l'apparence de femmes qui demanderaient à être prises en stop. Généralement, une femme habillée en blanc fait de l'autostop de nuit sur une route isolée et après être montée dans le véhicule de quelqu'un, elle disparaît mystérieusement, soit à l'approche d'un virage dangereux en poussant un énorme cri de terreur, soit
en étant déposées à une adresse donnée. Contrairement aux représentations passées de la Dame Blanche, ces autostoppeuses sont représentées comme des personnes de notre époque. C'est-à-dire que ces entités ne ressemblent pas à des fées qui s'attaquent à des passants, mais à des personnes, à des femmes que l'on pourrait rencontrer tous les jours dans la rue en bas de chez nous. En France, il y aurait 3 légendes de la Dame Blanche. 3 légendes qui tournent autour de la même chose, l'autostop. On raconte que dans le Calvados, une autostoppeuse ferait de fréquentes apparitions sur une route départementale. À l'approche d'un virage situé à l'entrée de Luc-sur-Mer, elle se mettrait à paniquer en criant « Faites attention, ce virage est très dangereux ». Et après avoir dit ces quelques mots, elle disparaîtrait. Apparemment, les gendarmes de Luc-sur-Mer ne sont plus surpris d'entendre de tels témoignages. Selon ce qu'on raconte, cette femme n'en serait pas une, ce serait un fantôme, celui d'une jeune femme décédée dans les années 1970, à la suite d'un accident de la route dans le virage où elle se met à crier. Ailleurs, dans le Calvados toujours, un virage est réputé comme très dangereux et effectivement il y a eu bon nombre d'accidents tragiques sur ce virage. Et ce virage-là aussi a sa Dame Blanche. À l'image de la première légende du Calvados, ce fantôme, cette jeune femme, demande à être pris en stop et demande à ce qu'on la conduise chez sa mère qui habiterait non loin du dit virage extrêmement dangereux. Sauf que, en arrivant proche du virage, elle se met à paniquer et disparaît. Ce fantôme serait celui d'une jeune fille ayant perdu la vie dans le fameux virage. Et selon la légende, elle apparaîtrait souvent par temps de pluie, ce qui rend les conditions de conduite plus difficiles, ou alors le soir du 20 mars, date à laquelle elle est décédée dans les années 60. Nouvelle Dame Blanche dans les Hautes-Alpes. Des personnes déclarent avoir fait une rencontre singulière. Ils ont vu une jeune femme faisant du stop tout de blanc vêtue, comme si elle portait une robe de mariée et elle avait une sorte de voile blanc dissimulant partiellement son visage. Elle faisait du stop accoudée contre un col glacé et de peur pour la vie de la jeune femme, généralement les gens s'arrêtent pour la secourir. Sauf que la jeune femme ne dit absolument rien. Elle reste muette et au bout d'un certain temps de trajet, elle disparaît. Dans l'Hérault, les services de police de Montpellier ont été surpris d'entendre un témoignage venant d'un groupe de jeunes hommes âgés entre 17 et 25 ans. Ils ont raconté qu'ils ont pris en stop une femme vêtue de manière élégante, tout en blanc, âgée d'une 50aine d'années, à la date du 20 mai 1981. Sauf que, à l'approche d'un virage dangereux, cette dame aurait demandé au conducteur de faire très attention et après avoir passé ce virage, cette femme a disparu sous leurs yeux. Le groupe de jeunes n'a pas compris ce qu'ils avaient vécu. La police a pris le témoignage, mais personne ne sait dire s'il y a vraiment eu rencontre avec le surnaturel ou alors s'il y a eu une psychose collective. C'est effectivement un travail compliqué de démêler le vrai du faux. Bon nombre réalisent des canulars, mettant en scène la fameuse Dame Blanche. Donc comment différencier des personnes qui mentent face à des personnes qui disent la vérité dans le domaine aussi complexe qu'est le paranormal? Vous connaissez peut-être une histoire paranormale, une affaire même, traitée par les Warren mettant en scène Arnie Johnson, un homme qui aurait commis l'irréparable, le meurtre, suite à une possession démoniaque. La défense face au juge était des plus simples. Arnie Johnson était innocent car victime de possession par le diable. C'est le genre d'histoire qu'on pourrait penser ne se produire qu'aux États-Unis. Et pourtant, on a bien une histoire quelque peu similaire chez nous, dans l'Hexagone. Durant la nuit de Noël, dans les Yvelines, en Île-de-France, une femme a poignardé son neveu et sa nièce. Elle explique qu'elle était possédée par ni plus ni moins que le diable en personne. Durant la tragique nuit, nous étions aux alentours de 3 h du matin. Nous sommes dans la ville de Limay. La femme a entraîné son neveu et sa nièce dans un petit parc, derrière la résidence où elle vivait. Et une fois sur place, et une fois arrivée à l'abri des regards, elle s'est jetée sur les 2 enfants pour les poignarder. Elle a porté de multiples coups de couteau aux 2 enfants, et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle n'était pas aussi cachée qu'elle le pensait. Le parc était réservé aux habitants de la résidence, donc il y avait toujours des personnes qui s'y trouvaient à la recherche d'un moment de tranquillité. Des personnes sur place ont vu la meurtrière, un enfant en sang dans les bras, et immédiatement les secours ont été appelés. À l'arrivée des secours, le jeune garçon avait perdu la vie et la fillette, elle, a été transportée à l'hôpital.
Il n'a pas été difficile d'identifier la responsable de tout cela. Quand les policiers l'ont interpellée, elle avait les bras lacérés, elle a tout de suite reconnu les faits qui lui étaient reprochés, et en guise de mobile, d'explication, elle a dit qu'elle était possédée par le diable depuis une semaine. La femme a été arrêtée, envoyée dans un hôpital pour traiter ses lacérations, et son jugement n'a pas encore été réalisé. Est-ce que le fait d'être possédé par le diable va jouer en sa faveur ou pas? Si on se réfère à un type d'événement similaire, celui dont j'ai parlé au début de cette histoire, l'affaire Arnie Johnson, plaider le fait qu'il y a possession démoniaque ne risque pas d'être pris en compte. Arnie Johnson avait été condamné sur des éléments factuels, sur des faits. La spiritualité n'avait pas été prise en compte, donc à mon humble avis, il est probable que ce soit la même procédure qui soit appliquée dans le cas de cette dame. Un événement tragique, issu potentiellement d'une possession démoniaque ou d'une démence, ça, c'est la justice qui en décidera. À Coursan, Laura, une femme qui vit dans une ancienne maison de maître avec sa petite fille, assure que sa maison est hantée. Depuis qu'elle a emménagé, 2 ans avant qu'elle raconte son histoire, elle explique qu'elle a assisté à de multiples événements considérés paranormaux. D'abord, c'était un déplacement d'objets, des affaires de sa fille qui passaient de la chambre de la jeune fille aux toilettes, à des endroits où il n'avait absolument rien à faire. Et après cela, des taches de couleur orange ont commencé à apparaître sur les murs. Ces taches ne ressemblaient pas à des traces d'éclaboussures, mais elles ressemblaient bien à des empreintes de mains. Des taches en forme d'empreintes qui ont recouvert le mur de la chambre de la jeune fille allant jusqu'au plafond. Et la famille entendait également de nuit des bruits étranges dans la maison n'ayant aucune origine. Il y avait également ce qui s'apparentait à des dessins d'enfants. Et les phénomènes se sont encore amplifiés car les bruits mystérieux n'étaient plus entendus fugacement de nuit, mais même de jour, comme si quelqu'un frappait de l'autre côté des murs de la maison, ou même, si nous allons encore plus loin, de l'intérieur des murs. Il y avait à chaque fois une température glaciale dans les pièces, même en été, alors qu'à l'extérieur il y avait une chaleur affolante. Mais tout a commencé à s'expliquer quand la fille de Laura a commencé à se plaindre de la vision d'un homme qui venait la voir dans sa chambre, alors qu'elle dormait. Laura au début pensait que sa jeune fille faisait simplement des terreurs nocturnes, des cauchemars. Effectivement, sa fille n'avait que 4 ans, donc quelque chose de tout à fait plausible. Mais ces terreurs étaient vraiment affreuses pour elle. Elle expliquait voir un homme quand elle se réveillait, assis sur son lit, une vision d'horreur qui l'empêchait de trouver le sommeil. Perplexe suite à tous ces événements, Laura a pris une décision. Elle a décidé de télécharger une application sur son téléphone pour enregistrer ce qu'il se passait dans une pièce, une sorte de micro. Elle l'a laissé tourner pendant plusieurs nuits et son expérience a porté ses fruits. Elle a entendu un souffle et la voix d'une femme qui disait « Daddy ». À la suite de cette découverte, Laura a pris contact avec un prêtre en lui envoyant les photos des traces sur les murs, l'enregistrement audio, et le prêtre s'est rendu sur place. Il a demandé à Laura de prier en sa compagnie et il a ensuite béni les lieux. Pour lui, il y avait des parasites spirituels. Et le seul moyen de libérer les personnes qui en étaient victimes était la foi. Et que si la foi s'estompe, alors les actions des parasites spirituels pourraient se reproduire. Après le passage du prêtre, tout a cessé. Laura a supprimé toutes les preuves qu'elle avait vis-à-vis de ce qu'elle avait vécu pour passer à autre chose. Elle a également repeint les murs de sa demeure pour marquer officiellement une nouvelle étape de sa vie, le fait de passer au-delà de tout ce qui lui était arrivé à elle et à sa fille. Le calme était là, mais après le calme est revenue la tempête. Un matin, Laura s'est réveillée avec des traces de griffures et de bleu sur le corps. Elle entendait de nouveau des bruits de pas. Elle ressentait elle-même une présence. Elle a même vu la tête d'un homme sur le mur. Et étant dans le calme jusqu'à présent, Laura a d'abord pensé qu'elle était en proie à des hallucinations et non pas que les événements surnaturels faisaient leur réapparition. Donc pour en avoir le cœur net, elle a demandé à un ami de passer la nuit chez elle. Si l'ami aussi vit quelque chose, alors ce n'est pas sa santé mentale qui est en jeu, mais il y a bien alors quelque chose de surnaturel qui est de retour. Laura et son ami discutaient, et son ami lui aussi aperçoit le fameux visage sur le mur. Alors qu'il cherchait à s'endormir, il a également senti pendant la nuit un poids se poser sur sa poitrine, un poids très lourd, si lourd que ça l'a fait hurler. Et le lendemain, des traces de mains étaient de retour sur les murs de la maison. Sans se faire prier,
l'ami a quitté les lieux, traumatisé par la nuit qu'il avait passée chez Laura. Elle a, sur les conseils de ses amis, consulté un médium pour venir à bout de l'épreuve difficile qu'elle traversait. Et la médium a dit, alors qu'elle a visité la maison, avoir vu un père, sa femme et son fils. Elle explique qu'il y a quelques décennies, il y a eu un terrible accident. Tous ont péri dans un incendie. La médium aurait pris ces entités avec elle pour les libérer. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Il ne faisait plus du tout froid chez Laura. Les températures étaient redevenues normales. Laura a pu redormir paisiblement, mais le médium qu'elle a contacté l'a mise en garde. Elle a certes libéré la maison de Laura des esprits qui y habitaient, mais comme le prêtre l'avait indiqué, ils peuvent toujours revenir. Le médium a assuré qu'il ferait de son mieux pour s'en occuper, mais qu'il n'était pas impossible qu'à l'avenir, les événements que Laura a subis se reproduisent. Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, soyez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Ces mots étaient les derniers mots de Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple. Des mots prononcés alors qu'il était en train de brûler sur un bûcher. Des menaces lancées vers ceux qui l'ont condamné. Le pape Clément V et le roi Philippe IV, à la date du 19 mars 1314. Jacques de Molay a péri dans les flammes, mais ceux qui l'ont condamné l'ont suivi dans la mort quelques mois après seulement. Certains pensent qu'il n'y a ici que des coïncidences, d'autres pensent que les dernières paroles du dernier grand maître du Temple étaient en réalité une malédiction. L'ordre du Temple, également appelé l'ordre des Templiers, a été créé en 1118 par des croisés français. Le but initial des Templiers était de protéger les pèlerins qui se rendaient dans des lieux saints. Les chevaliers du Temple formaient un ordre religieux, militaire, relativement bien organisé, puissant, et ces chevaliers ont participé à toutes les croisades. Pendant environ 2 siècles, les Templiers étaient complètement tolérés par les papes et également par les différents rois. Donc rapidement, au fur et à mesure du temps, l'ordre des Templiers est devenu un ordre riche et puissant. Donc évidemment, ce genre d'attributs, la richesse, la puissance, la reconnaissance, sont des attributs qui entraînent la jalousie. Il y a eu différents grands maîtres de l'ordre, jusqu'à son dernier, Jacques de Molay. C'est en l'an 1265 qu'il a rejoint l'ordre des Templiers. Il a combattu et il s'est même distingué au combat contre ceux qu'on appelait les infidèles. Et c'est à la mort du 22e grand maître des Templiers, Guillaume de Beaujeu, que Jacques de Molay est élu à l'unanimité en tant que nouveau grand maître de l'ordre. Le 23e, et sans le savoir au moment de son élection, il allait être son dernier leader. En 1305, alors que Jacques de Molay se trouvait sur l'île de Chypre, il a été rappelé en France par le pape. Il est donc rentré avec à ses côtés 60 chevaliers. Il avait également avec lui un trésor d'une valeur apparemment inestimable, potentiellement le fameux trésor des Templiers, et les Templiers sont donc reçus par le roi Philippe IV. Convaincu par le charisme, la puissance de Jacques de Molay, le roi désigne le grand maître comme parrain de son propre enfant. Mais peut-être à la vue de la puissance et de la richesse des Templiers, le roi s'est dit qu'il avait peut-être là en face de lui un groupuscule qui pourrait un jour le renverser. D'ailleurs, Philippe IV, également appelé Philippe le Bel, au pouvoir depuis 1281, a, pendant son règne, cherché à renforcer la position de l'État. Nous sommes dans une période où l'Église fait partie intégrante de l'État. Il cherche donc à avoir une certaine emprise sur l'Église, à l'écarter du pouvoir pour que seul lui dirige le pays, alors qu'à ce moment-là, l'Église avait quand même une place importante dans la vie en France. Donc, le roi Philippe le Bel est allé même jusqu'à entrer en conflit avec le pape Boniface VIII, et il a d'ailleurs failli être excommunié, c'est-à-dire être exclu de l'Église définitivement. Donc le roi Philippe le Bel s'est opposé d'une part à l'Église, mais il y a un autre pouvoir, étroitement lié également à l'Église, qui l'inquiète. Et ce pouvoir, c'est l'ordre des Templiers. Cet ordre est sous la protection du pape. Philippe le Bel est déjà rentré en conflit avec lui, donc il sent que quelque chose pourrait dégénérer entre son état et l'ordre des Templiers.
Autre point important, l'ordre des Templiers a souvent prêté de l'argent à la royauté de France. Donc il y a en quelque sorte une lourde dette dont Philippe le Bel doit s'acquitter vis-à-vis de l'ordre. Donc une idée lui vient en tête qui pourrait lui permettre de résoudre tous ces problèmes. Cette idée, c'est d'éliminer l'ordre des Templiers. Avec leur élimination, plus de dettes. Et autre chose, il pourra s'accaparer leurs biens et donc s'enrichir lui-même. Donc rapidement, le roi Philippe le Bel trouve différentes charges auxquelles sont accusés les Templiers. Des rumeurs sont lancées comme quoi les Templiers réalisent des actes à l'époque très mal considérés comme les relations du même sexe, qu'il manquait de charité. Enfin, les Templiers sont accusés de plein de choses diverses et variées. Et Jacques de Molay, voulant se défendre, demande au nouveau pape, le pape Clément V, de réaliser une enquête pour prouver qu'effectivement les Templiers sont complètement innocents de ce dont on les accuse. Mais le roi, lui, n'écoute guère et il décide de mettre en place le démantèlement de l'ordre des Templiers. Le 13 octobre 1307, une opération de grande envergure est lancée. À la même heure et dans toute la France, les Templiers sont arrêtés. Jacques de Molay l'est également, et au même moment des arrestations, les biens de l'ordre du Temple ont également été saisis. Les prisonniers furent torturés pour qu'ils avouent eux-mêmes qu'ils sont bien coupables des charges dont on les accuse. Donc comprenez par là qu'on les a évidemment forcés à déclarer des choses qu'ils n'avaient probablement pas fait. Ces déclarations sont ensuite utilisées pendant les procès qui n'a duré pas moins de 7 ans. Et pendant ces 7 ans, l'Église, voulant éviter tout scandale, s'est retirée de l'affaire. Ils ont complètement abandonné les Templiers qui, à la base, leur apportaient de l'argent, tout de même. Et bien qu'initialement le pape Clément V soutenait les Templiers, eh bien il s'est rapidement rangé du côté du roi quand il a senti que le vent tournait en la défaveur des chevaliers du Temple. Finalement, le 22 mars 1312, l'ordre des Templiers est officiellement dissous et beaucoup de biens qui appartenaient aux Templiers ont été transmis à un autre ordre militaire et religieux, l'hôpital de Saint-Jérusalem, aussi appelé les Hospitaliers. Bien que le pape s'était rangé du côté du roi concernant l'arrestation des Templiers et la dissolution de l'ordre, lui d'abord ne souhaitait pas leur mort, leur exécution. Mais pour enterrer la hache de guerre avec le roi, il a accédé à sa demande, celle de faire exécuter tous les chevaliers du Temple. Alors, tous n'ont pas été exécutés, certains ont eu le droit à l'exil, et c'est donc le 18 mars 1314 que Jacques de Molay, qui était déjà emprisonné depuis 7 ans, est conduit non loin de la cathédrale Notre-Dame à Paris, et les hommes ont été brûlés. Ils ont continué de clamer leur innocence, et c'est à ce moment-là que Jacques de Molay aurait lancé sa fameuse malédiction. Maintenant que vous savez pourquoi Jacques de Molay a lancé cette fameuse malédiction envers ceux qui l'ont potentiellement accusé à tort, vous avez tout le contexte. Quelle est vraiment cette malédiction? De quoi parle-t-on? Il se trouve que le pape Clément V est décédé le 20 avril 1314. Il a eu une mort assez atypique, il est mort par étouffement. Philippe le Bel, quant à lui, est décédé quelques mois plus tard. À la fin du mois de novembre de la même année, lui aurait fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Mais ce qui est assez fou dans toute cette histoire, c'est que, rappelez-vous, dans la malédiction, Jacques de Molay n'a pas maudit uniquement le pape et le roi. Il a maudit également leur génération future. Et effectivement, les descendants de Philippe le Bel sont décédés à de jeunes âges et sans laisser d'héritier, ce qui a en fait éteint la lignée de Philippe le Bel. Jusque-là, on pourrait trouver des événements assez étranges. Mais apparemment, dans les faits, il n'y a rien qui pourrait concerner la sorcellerie ou les malédictions dans cette histoire. Tout s'explique relativement simplement. Le pape Clément, lui, était déjà malade, d'ailleurs avant l'exécution de Jacques de Molay. Donc il est fortement possible que son étouffement soit simplement lié à sa maladie. Quant à Philippe le Bel, lui, il avait fait une chute à cheval qui le laissait dans une agonie des plus atroces. D'ailleurs, il se trouve que Philippe le Bel, alors oui, n'a pas placé un héritier direct sur le trône. Comme je vous l'ai dit, tous ses enfants sont morts en bas âge. On a pensé à placer le mari de sa fille, Isabelle, sur le trône, mais le problème c'est que ce mari était roi d'Angleterre et à l'époque, on ne voyait pas mettre le roi d'Angleterre également sur le trône de la France. Donc on a finalement placé le neveu de Philippe le Bel sur le trône. Donc indirectement, par le jeu du sang, un héritier a été placé, pas un héritier direct. Donc d'un point de vue historique, on considère qu'il y a une descendance par le sang.
Je ne sais pas si je suis très clair, mais j'ai essayé de vous expliquer mon point de vue simplement. Donc il semblerait en fait que la fameuse malédiction de Jacques de Molay fait plus partie d'un folklore, plus que d'une réalité. D'ailleurs, les mots que je vous ai partagés, eh bien on ne sait pas si ce sont les réels mots de Jacques de Molay. On sait que des paroles ont été prononcées, mais on ne sait pas nécessairement si le nom de Philippe le Bel ou du pape Clément ont été prononcés. D'ailleurs, on ne sait même pas si les fameuses paroles ont été prononcées par Jacques de Molay lui-même. On attribue potentiellement une fameuse menace d'un autre templier qui aurait dit devant le pape « Dans un an jour pour jour, avec Philippe responsable aussi de cela, tu comparaîtras pour répondre à mes objections et donner ta défense. » De ce qu'on est à peu près sûr, ce que Jacques Molay lui aurait dit, ce serait « Dieu sait qui a tort et a péché, et s'abattra bientôt le malheur sur ceux qui nous condamnent à tort, Dieu vengera notre mort. » Donc certes, ça reste une sorte de menace, mais nettement moins fracassante, si on peut dire ça comme ça, que l'autre qui est prononcé un peu comme une malédiction. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui a fait partie d'un mystère. Évidemment, tous ces événements remontent à des siècles dans le passé. De plus, ils reposent sur quelque chose d'assez intangible, c'est-à-dire le surnaturel, le thème des malédictions. Donc d'un point de vue purement terre à terre, on peut expliquer les événements qui se sont produits par la science. Des maladies, des accidents, ce genre de choses. Mais si on souhaite se pencher sur le côté un peu plus paranormal, on peut se dire qu'effectivement, ces accidents, ces maladies ont été causés par la malédiction lancée par Jacques de Molay. Ça reste, comme on peut le penser, des coïncidences, des faits un peu troublants, auxquels on n'aura probablement jamais réellement de certitude. Nous sommes en 1672. Un officier de cavalerie, Gaudin de Sainte-Croix, décède de mort naturelle. Après son décès, on fait un inventaire de ses affaires. Et c'est en ouvrant un coffret qu'il avait à son domicile qu'on remarque que notre homme était initialement couvert de dettes, mais on découvre d'autres choses assez atypiques. On découvre des lettres, donc il correspondait avec sa maîtresse, une marquise, la marquise de Brinvilliers, qui aurait établi une reconnaissance de dette envers notre homme décédé d'une valeur de 30 000 livres, et on découvre avec ces reconnaissances de dette des fioles qui ont été examinées par un apothicaire, et il en est sûr, les fioles contenaient à l'origine du poison. Donc, les lettres ont continué à être étudiées. Les correspondances entre Gaudin et la marquise ont été lues, et à l'intérieur de ces lettres, la fameuse marquise avouait avoir empoisonné son père à l'aide d'arsenic et de bave de crapaud. Elle aurait également assassiné ses deux frères dans le seul but d'avoir l'héritage familial. Il y avait d'autres documents, notamment une procuration d'un receveur du clergé, Pierre-Louis Reich de Penautier, autorisant un marchand de Carcassonne à recevoir de la part de Gaudin, l'homme décédé, une somme transmise par la marquise d'une valeur de 10 000 livres. Ça, c'est ce qu'il se passe lors de l'inventaire des affaires de notre homme décédé. Mais, rappelez-vous, cet individu était également couvert de dettes, donc les personnes à qui il devait de l'argent sont allés voir directement les plus hautes sphères de l'État, c'est-à-dire les procureurs du roi, pour recevoir la somme qu'ils n'avaient jamais reçue. Donc, la marquise, qui semblait être donc coupable d'empoisonnement, a été arrêtée et citée à comparaître. Sauf que, comme vous pouvez vous en douter, la marquise n'avait nullement envie de passer devant la justice. Elle a donc, par diverses manœuvres, réussi à fuir jusqu'à se réfugier dans un couvent, et alors qu'on la cherche, le valet de Gaudin, l'officier de cavalerie décédé, est lui aussi arrêté et condamné à être exécuté car on l'accuse d'être le complice de la marquise et également d'avoir tenté d'empoisonner le roi lui-même. La marquise, elle, toujours introuvable en 1673, est jugée. Et finalement, c'est en 1676 qu'on la retrouve dans le couvent où elle s'était cachée et qu'on l'arrête. Dans ses effets personnels, on retrouve bon nombre de lettres qu'elle rédigeait un peu comme un journal intime où elle s'accuse elle-même. Homicide, avortement, pyromanie, actes incestueux, tant de secrets qu'elle révèle dans ses correspondances privées. Est-ce que tout ce qui est écrit est vrai ou pas? Ça, les historiens ne savent pas réellement le dire. Et comment démêler le vrai du faux? Avec un interrogatoire. Donc la marquise est interrogée et elle refuse d'avouer quoi que ce soit. Elle dit que toutes les confessions qu'elle a fait par écrit ne sont que des actes de folie, de la démence, pure et simple. Au cours de ces interrogatoires, elle évoque le nom de Penautier, l'homme du clergé. Lui aussi est arrêté, mais il arrive à jouer de ses relations ecclésiastiques pour sortir de prison. Alors que ce fameux Penautier semblait être étroitement lié à une autre affaire d'empoisonnement. Finalement,
La marquise a été jugée coupable et condamnée à la décapitation. Mais il semblerait que son parcours d'empoisonneuse ait inspiré plus d'une voix. Effectivement, 3 ans après l'exécution de la marquise de Brinvilliers, on accuse une autre femme, Marie Bosse, et on l'accuse d'avoir donné du poison à différentes personnes, mais elle-même accuse quelqu'un d'autre. Catherine Monvoisin, aussi appelée la Voisin, quelqu'un qui avait la grande réputation d'être une empoisonneuse. Et c'est en s'intéressant de plus près à la Voisin que les policiers se rendent compte qu'ils ont affaire à quelque chose qui les dépasse. Cette empoisonneuse aurait assassiné des centaines de personnes. Et pour traiter cette affaire, on met des grands moyens en place. Une cour exceptionnelle appelée la Chambre Ardente s'occupe de traiter ce cas très particulier et au cours d'interrogatoires forcés, de torture, la Voisin avoue certains noms de ses clients. Et quand on parle de clients, ce ne sont pas nécessairement des personnes qu'elle a empoisonnées, mais des personnes qui ont passé commande, par exemple, du gâteau empoisonné pour faire des victimes. C'était en quelque sorte une tueuse à distance. Et parmi ces personnalités, on aurait eu Jean Racine, le dramaturge, des nièces de Mazarin, plein de personnalités, de nobles, et donc une psychose commence à se créer dans les hautes sphères de l'État. Qui sont des traîtres? Qui cherchent à assassiner qui? Une énorme paranoïa se crée ici. Finalement, la Voisin est condamnée, sans surprise, et la peine qu'on lui réserve, c'est d'être brûlée vive. Ça ne s'arrête pas vraiment là. Au cours de la divulgation des différents noms des clients et clientes de la Voisin, un nom ressort, et ce nom-là, pour le roi, c'est un nom extrêmement inquiétant. Ce qui ressort, c'est le nom de Madame de Montespan, une femme qui n'est ni plus ni moins que la maîtresse du roi, donc qui a accès à l'homme le plus important du pays à ce moment-là, plutôt facilement, roi qui était à ce moment-là Louis XIV, mais il se trouve qu'en réalité, la maîtresse n'avait nullement ambition d'assassiner le roi de France. Ce qu'elle voulait, c'était en réalité empoisonner une autre femme. Elle avait peur, en fait, que le roi s'amourache de cette femme qui était plus jeune qu'elle, et donc ne l'abandonne derrière. Évidemment, ces événements ne sont pas sans retombées. Madame de Montespan perd complètement la confiance du roi, et donc ce qu'elle redoutait, être abandonnée, c'est finalement bien produit. Le roi l'a ignorée, et elle a quitté la cour ensuite d'elle-même. Nous sommes en août 1901. L'été bat son plein et 2 Anglaises, Miss Moberly, directrice d'un établissement pour filles à Oxford, et Miss Jourdain, une ancienne élève du même établissement qui suit la directrice dans ses fonctions, se rendent au château de Versailles pour visiter ce qui était autrefois la demeure des rois, un endroit qu'elles ne connaissaient que très vaguement. Elles ont commencé par visiter le château lui-même, une visite qui s'est bien passée, et une fois la visite du château terminée, les 2 femmes ont décidé de se rendre vers le Trianon. La promenade est plaisante, le soleil est présent dans le ciel, mais les 2 Anglaises vont faire face à un événement qu'elles n'avaient pas prévu. Après avoir marché un certain temps autour du Trianon, les 2 femmes, un peu perdues, ont demandé leur chemin à 2 hommes, vêtus de tricornes, de manteaux verts, et après la courte interaction, les 2 femmes ont commencé à reprendre le chemin qu'on leur avait indiqué, mais Miss Moberly a senti en elle comme un sentiment de détresse, quelque chose qu'elle n'expliquait pas. Ne voulant pas inquiéter la personne qui l'accompagnait, elle n'a rien dit. Les 2 femmes ont donc continué leur chemin jusqu'au moment où elles ont croisé un homme assis au niveau d'un kiosque, vêtu d'une cape et d'un chapeau. Et cet homme regardait les 2 femmes avec un air très insistant. Et en voyant cet individu, Miss Moberly fut prise d'une violente crise de panique. Miss Moberly ne fut sortie de sa panique que par l'intervention d'un homme aux cheveux bouclés avec les yeux sombres qui leur a dit de continuer leur chemin par le chemin de droite. Au bout de ce chemin se trouvait une femme vêtue de blanc, plutôt jolie, qui dessinait. De nouveau, Miss Moberly, en apercevant cette femme, fut pris d'un sentiment étrange, celui d'oppression. Et peu après cette visite, là, les 2 Anglaises rentrèrent vers Paris. Elles étaient assez chamboulées de ces expériences. Miss Moberly demanda donc à la personne qui l'accompagnait si elle pensait que le Trianon était tenté. Et sans hésitation, Miss Jourdain lui a dit que oui. Bien qu'elle n'avait, au moment des différentes rencontres, jamais échangé quoi que ce soit sur leur ressenti, il se trouve qu'elles ont eu les mêmes sentiments, les sentiments d'oppression, de tristesse. Et pour en être sûr, les 2 amies décident de coucher sur le papier tout ce qu'elles ont vécu et de l'envoyer à la société de recherche psychique dont faisait partie Harry Price, un homme spécialisé dans les enquêtes paranormales. Et j'ai déjà évoqué quelques-unes de ces affaires sur la chaîne, mais la société a refusé d'enquêter parce que pour eux, il n'y avait pas assez de preuves qui auraient pu donner l'occasion à une enquête.
Donc finalement, elles ont publié un ouvrage dans lequel elles racontent leur expérience, et un ouvrage qui a d'ailleurs suscité un bon nombre d'intérêts. Et ce qui est très surprenant, c'est que justement, en ouvrant cette expérience publique, on a pu se renseigner. Et il se trouve que le kiosque qu'ont vu les deux femmes n'existait pas, normalement au moment de la visite, mais il existait en 1774. Donc, d'un point de vue pleinement paranormal ici, on se dit que peut-être les deux Anglaises ont vu des jardiniers du temps de Louis XV, et bien que avant dans la pensée commune on pensait que la femme en blanc était Marie-Antoinette, il s'agirait en fait peut-être de Madame du Barry. Évidemment, encore une fois, si on se plonge pleinement dans l'aspect paranormal. Il y a eu d'autres témoignages concernant le fameux Trianon autour du palais de Versailles, mais qui sont très peu nombreux et qu'il est très difficile de trouver. Des témoignages qui ont tous eu lieu au XXe siècle. Donc, est-ce que le château de Versailles serait hanté? C'est un des mystères qui nous sera probablement impossible à résoudre sans enquête approfondie. En 1848, un homme, après avoir terminé ses études de droit, décide de changer radicalement d'activité. Jas Bonnet. Il se procure un terrain et il transforme complètement la propriété. Cela devient une ferme avec des granges, mais il fait construire une structure à l'apparence d'une porte assez particulière. Certains disent qu'il s'est servi de fragments d'édifices religieux ou d'un hôtel à Dijon pour construire cette fameuse porte en plein air, et à la suite du décès de cet homme en 1873, des prétendues apparitions sont observées au niveau de la porte, rapidement baptisée la porte du diable. Une femme nommée Agathe dit qu'un jour elle passait en voiture devant l'endroit, et en ralentissant légèrement pour admirer l'édifice, sa voiture a calé, mais violemment, comme si elle roulait à vive allure. Et étrangement, elle ne serait pas la seule à avoir vécu ce type de phénomène. Certains disent avoir vu un chien maléfique. Chien notamment aperçu par un couple en 2005 qui se serait aventuré de nuit au niveau de l'édifice pour se faire quelques sueurs froides. L'expérience a été réussie car ils ont fait face, selon ce qu'ils disent, à un énorme chien qui leur bloquait le chemin mais qui a disparu assez soudainement. C'est en repartant vers leur véhicule qu'ils ont refait face au chien mais qui cette fois-ci était complètement enflammé. Et à côté de ce chien, il y avait une ombre humaine qui était également en feu. D'autres disent avoir vu une dame blanche ou même le diable. À la fin des années 90, une secte connue sous le nom d'Amour et Miséricorde fréquentait l'endroit où se trouvait la fameuse porte du diable pour réaliser des rituels ésotériques. Eliane Deschamps, la fondatrice de cette secte, disait avoir vu la Vierge Marie au niveau de cette porte. Et elle était persuadée qu'on pouvait voir cette apparition tous les 15 du mois, à chaque fois à la même heure. Finalement, cette femme a été inculpée pour abus de faiblesse sur des membres de sa secte. Et bien qu'on puisse trouver de nombreux points qui pourraient appuyer quelque chose d'assez particulier, de paranormal, notamment le fait qu'il y ait un visage de diable sur le haut de la structure, il semblerait en réalité que l'édifice ait été construit avec des fragments, des vestiges de la Révolution française, et que la fameuse tête de diable qu'on pense apercevoir serait en fait un bonnet phrygien, symbole de la Révolution. Donc avons-nous ici une porte entre monde des vivants et monde des esprits, ou est-ce simplement une structure assez énigmatique qui se trouve aux alentours de la ville de Dijon? Parmi un lieu légendaire faisant pleinement partie du folklore de notre pays, se trouve la forêt de Brocéliande. Une forêt en lien direct avec les aventures du roi Arthur. À une période que l'on situe approximativement au 5e siècle, le royaume de Bretagne était complètement déchiré. Il y avait de nombreux prétendants au trône, et face à ce chaos, cette anarchie vis-à-vis du trône, Merlin l'Enchanteur est intervenu pour calmer la situation. À la veille de Noël, la population a découvert une épée plantée dans un rocher. Et ce rocher était proche de la forêt de Brocéliande. Comme vous le savez sûrement, le seul qui pouvait retirer l'épée de son entrave était celui qui était destiné à devenir le prochain roi de la Bretagne. Et le seul homme qui a réussi était Arthur. Il a donc régné avec son épée Excalibur, une épée réputée pour être incassable, pouvoir trancher toute chose, et à son décès, il a transmis son épée à la Dame du Lac. Donc, la forêt de Brocéliande a hérité de toutes ces légendes. La magie de Merlin l'Enchanteur, le mystère de la Dame du Lac, l'énigmatique quête du Graal, autant d'éléments de la légende arthurienne dont on peut trouver des traces dans la forêt. Effectivement, si on s'y balade, on pourrait se retrouver face
au tombeau de Merlin, à côté duquel se trouverait la fontaine de Jouvence, une eau aux mystérieuses propriétés de guérison, mais également de rajeunissement. Vous l'avez compris, la forêt de Brocéliande est une forêt magnifique, où l'on ressentirait presque la magie couler dans nos veines lorsque l'on se promène entre les arbres qui la composent. Il y a une légende en France qui parle d'une fée, la fée Mélusine. On dit que la mère de cette fée, la fée Précine, aurait jeté un sort à ses 3 filles. La raison, c'est qu'elles auraient offensé leur père, le roi d'Albanie. Mélusine reçut donc une certaine malédiction. Chaque samedi, ses jambes se verraient être recouvertes d'écailles et prendront la forme d'une queue de serpent. Si jamais un jour, quelqu'un l'apercevait dans cet état, elle serait condamnée à rester dans cette forme-là pour l'éternité. Donc, si un jour Mélusine est amenée à se marier avec un homme, son compagnon ne devra pas la voir un samedi sous peine de rester sous cette forme avec une sorte de queue de serpent. Et justement, un jour, un homme du nom de Raymondin est parti à la chasse avec son oncle, le comte de Poitiers. Malheureusement, pendant la chasse, il y a un accident. Raymondin tire sur son oncle, lui causant une mort directe. Envahi par le chagrin, rempli de remords vis-à-vis de ce qu'il a fait, il erre dans la forêt de Coulombiers où à un moment donné, il aperçoit une femme qui attire son attention, la fameuse Mélusine. Tout de suite, Raymondin tombe sous son charme. Il aborde donc Mélusine et elle aussi est attirée par le jeune homme. C'est là que Mélusine va lui faire une promesse. Elle va lui dire qu'elle lui promet prospérité, bonheur, si jamais Raymondin consent à l'épouser. Finalement, notre homme accepte d'épouser Mélusine. Mais juste avant le mariage, Mélusine émet une condition. Cette condition, c'est que chaque samedi, elle devra être laissée complètement seule. Condition, encore une fois, que Raymondin accepte. Le mariage est célébré et des années de bonheur s'ensuivent. Raymondin devient très prospère. C'est pour dire, il devient même le plus puissant seigneur du Poitou. Mélusine, considérée comme une bâtisseuse, construit de nombreux châteaux, des ponts. On dit qu'elle a également placé des collines majestueuses autour du palais de son mari. Mais au fur et à mesure du temps, des questions commencent à se poser envers la femme de Raymondin. Comment peut-elle construire autant d'édifices magnifiques? Pourquoi s'isole-t-elle chaque samedi? Et autre fait bien mystérieux pour les habitants du Poitou, pourquoi chacun des enfants de Raymondin et Mélusine présente une particularité physique? Effectivement, chacun des 10 fils ont des attraits assez particuliers. Urien, lui, a un œil rouge et l'autre vert. Il a également un tout petit visage et de grandes oreilles. Eudes, lui, a une oreille plus grande que l'autre. Guyon a un œil plus grand que l'autre. Antoine a sur la joue la marque d'une griffe. Renaud n'a qu'un seul œil. Geoffroy, lui, a une sorte de défense de sanglier qui lui sort un peu de la bouche. Fromont a sur le nez une tache velue. Horrible, lui, a un 3e œil au milieu du front. Et à l'âge de 4 ans, il faisait déjà preuve d'une grande férocité. Il a tué 2 de ses nourrices alors qu'il était encore enfant. Il n'y a que les 2 derniers enfants de Raymondin et Mélusine qui, eux, sont complètement normaux. Des enfants qui n'avaient aucune particularité physique. Chacun des enfants est devenu un puissant seigneur dans le futur, mais les interrogations des villageois, si on peut dire ça comme ça, se sont également établies dans la cour de Raymondin. C'est pour dire son frère lui-même était curieux de savoir ce que pouvait bien faire Mélusine alors qu'elle s'isolait tous les samedis. Lui a joué justement avec l'amour de son frère. Il imaginait potentiellement une relation adultère alors que Raymondin, initialement, lui, avait une confiance totale en sa femme. Mais vous le savez, parfois les hommes sont facilement manipulables et c'est ce que le frère de Raymondin a réussi à faire. Il a manipulé son frère pour disséminer le doute et donc finalement Raymondin s'est donné pour mission de découvrir ce que pouvait faire sa femme quand elle s'isolait tous les samedis. Il est donc allé là où elle s'exilait, armé de son épée, non pas pour lui faire du mal mais pour crocheter la serrure, et une fois rentré dans la pièce où Mélusine se trouvait, il l'a vue avec les fameuses écailles sur ses jambes, la fameuse queue de serpent. Sous le choc, Raymondin n'a rien dit, mais Mélusine, elle, est devenue
très en colère. En colère que son propre mari n'ait pas respecté la seule condition qu'elle lui avait demandé de respecter. Donc, Mélusine a pris la fuite en sautant par la fenêtre comme si elle savait voler. Mais juste avant de partir, elle a lancé une sorte de malédiction, une menace. Elle a dit que tous les châteaux qu'elle avait construits, d'année en année, allaient commencer à s'effondrer, pierre après pierre. Évidemment, cette histoire n'est qu'une légende qui fait partie du folklore du Poitou, mais on pourrait retrouver des traces de cette fameuse Mélusine dans l'histoire. Certaines familles ont prétendu que Mélusine faisait partie de leur cour. Alors ce n'était pas une fée, ce serait une simple dame à la période du Moyen-Âge. Et ce qui est surprenant, c'est que elle n'était pas située uniquement dans le Poitou. On parle également d'une Mélusine en Belgique, mais en France, certains écrivains disent que Mélusine était bel et bien réelle, une vraie dame dont l'histoire aurait été romancée. Les noms pour la légende auraient été changés, mais on ne sait pas réellement qui serait donc vraiment Mélusine. Certains y voient Aliénor d'Aquitaine, et en la personne de Raymondin, on verrait Uxette de Lusignan. La femme de cet homme avait été ramenée lors de croisades, c'était une femme sarrasine, et lorsqu'on l'a présentée à Uxette, elle était habillée de voile qui pouvait la faire ressembler à une fée. Et elle avait cette habitude de prendre de longs bains, caractéristique commune avec la légende de Mélusine. Car quand, dans la légende, Raymondin découvre le secret de la fée, elle était en train de prendre l'un de ses bains. Donc on a là une belle légende. Dans la suite de la légende, on raconte que Mélusine s'est présentée à ses enfants juste avant le moment de leur décès. Donc bien qu'elle était en colère contre son mari et qu'elle ait jeté sa malédiction, son amour maternel, lui, n'a jamais péri. Salvador Dali, le peintre excentrique, a une relation très particulière avec la gare de Perpignan. En 1963, alors qu'il s'y est rendu, il a vu en cette gare le centre du monde. Pourquoi? Parce que sur place, il a ressenti comme ce qu'il décrit une extase cosmique. Une sensation qui lui paraissait évidente, qu'il a comme foudroyé dès qu'il a mis ses pieds dans cette fameuse gare. Il a dit, selon ses mots, « J'ai eu à la gare de Perpignan une espèce d'extase cosmogonique, plus forte que les précédentes. J'ai eu une vision exacte de la constitution de l'univers. » C'est lorsqu'il est retourné à la gare de Perpignan, 2 ans plus tard, en 1965, que là, Dali exprime clairement sa pensée que la gare de Perpignan est le centre du monde. Un centre du monde qui a marqué l'artiste, qui a même réalisé une œuvre en lien avec la gare de Perpignan, et bien que Salvador Dali pouvait être parfois moqué, non pas que par rapport à sa manière de parler, mais aussi par ce qu'il avance dans ses propos, lui assure que des études scientifiques ont montré que, effectivement, la gare de Perpignan est bel et bien le centre du monde. Pour Dali, la gare est un omphalos. L'omphalos, c'est quelque chose qui fait partie de la Grèce, initialement. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur du temple de Delphes, et dans la mythologie grecque, on raconte que Zeus a envoyé 2 aigles, l'un vers l'Occident et l'autre vers l'Orient. L'omphalos, lui, indique l'endroit où les 2 aigles se sont rencontrés, et ce point-là précisément, c'est le nombril du monde. Et pour Salvador Dali, ce nombril du monde, c'est la gare de Perpignan. Dans la mythologie grecque, l'omphalos, c'est une pierre que Rhea donne au titan Cronos, qui l'avale, et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Cronos était un titan qui dévorait ses enfants. Et Zeus, étant l'un des enfants de Cronos, était condamné à être dévoré, mais Rhea a interchangé Zeus, bébé, et l'omphalos. Donc, le titan a mangé la pierre. Ensuite, après avoir bu une potion, le titan Cronos a vomi. Il a revomi la pierre qu'on lui avait donnée à manger, et il a vomi également ses autres enfants. D'où le fait que cette fameuse pierre est une valeur très significative par rapport à la mythologie grecque. Donc pour Dali, justement, la gare de Perpignan étant le nombril du monde, alors ça va paraître vraiment très particulier ce que je vais vous dire, mais si vous écoutez des interviews de Salvador Dali, vous verrez qu'il a une manière de parler assez particulière. Mais ce qu'il dit, c'est que dans la gare se trouvent tous les lieux à la fois, donc la gare est le lieu avec un grand L. Et ce serait cette gare, donc pour Salvador Dali, qui était si particulière, qui lui aurait donné toutes ses inspirations, ou en tout cas de nombreuses. Donc, est-ce que Salvador Dali avait vu juste, et que la gare de Perpignan est bel et bien, en quelque sorte, le centre du monde, ou alors était-ce là simplement l'invention d'un artiste aux idées excentriques?
Vous connaissez probablement le tableau de Mona Lisa, la Joconde, peinte par Léonard de Vinci, exposé au Louvre. Peut-être l'un des tableaux, si ce n'est le tableau le plus célèbre au monde, qui représente une femme dont on ne sait que très peu de choses. Pendant longtemps, le grand public s'est demandé qui avait été représenté par le grand peintre italien. Le titre original de l'œuvre n'est évidemment pas la Joconde, ce serait le portrait de Lisa Gherardini, dit Mona Lisa ou la Joconde. Cette fameuse Lisa qui semble être représentée était une femme issue de la lignée des Gherardini, une puissante famille de la ville de Florence, aux alentours des années 1500. Au fur et à mesure du temps, sa famille a perdu en puissance, donc elle est passée d'un statut, on va dire, de noble à un statut moyen, bien que la jeune femme ait eu une vie plutôt confortable. Alors qu'elle était âgée de 15 ans, elle s'est unie avec un marchand d'étoffes. C'était un mariage d'amour, et d'ailleurs le couple a vécu heureux pendant quelques temps, mais le malheur les a rapidement frappés. Sur 6 enfants, Lisa en a perdu 4. En bas âge. Et ce serait à cause de ces drames-là que la fameuse peinture a vu le jour. En fait, le mari de Lisa aurait commandé la peinture à Léonard de Vinci pour célébrer la naissance du deuxième enfant de Lisa. Le premier était décédé en bas âge, donc ce deuxième enfant était une bénédiction. Et à ce moment-là, au moment de la commande, le couple ne se doutait pas qu'ils allaient faire face à une nouvelle perte. Donc, Léonard de Vinci s'est mis au travail. Il a représenté Lisa, qui était âgée de 24 ans au moment de la peinture, mais ce n'est pas une information qui est officielle. Certains pensent qu'elle était plutôt âgée de 34 ans. Le tableau a ensuite été transmis à François Ier, roi de France, ami et protecteur de Léonard de Vinci, et aujourd'hui le fameux tableau est exposé aux yeux du monde. Mais il existe encore quelques doutes concernant l'identité de la femme présente sur le tableau. Ça pourrait être effectivement Lisa Gherardini, la Florentine, mais d'autres pensent que ça pourrait être Catherine Sforza, la princesse de Forlì. Mais Antonio de Beatis, alors qu'il rendait visite à Léonard de Vinci en 1517, a aperçu le tableau en cours de réalisation et il l'a décrit comme un magnifique tableau d'une dame florentine qui était la maîtresse de Julien de Médicis. Plusieurs noms sont sortis, Isabella Gualandi, Isabelle d'Este ou Pacifica Brandini, qui était elle aussi une maîtresse de Julien de Médicis. Des historiens avancent le fait que potentiellement la représentation de cette femme serait celle d'un souvenir de Léonard de Vinci, un souvenir de sa mère. Et en réalité, Lisa Gherardini n'aurait servi que de modèle, mais ne serait pas réellement la personne sur le tableau. Autre hypothèse de Silvano Vincenti. Le président du Comité national pour la valorisation des biens historiques dit qu'il voit en la Joconde des traits du visage du Saint Jean-Baptiste. Donc, pour lui, la Joconde ne serait en fait pas une femme, mais un homme. Et le modèle n'aurait pas été une femme, mais le jeune assistant de Léonard de Vinci avec qui il avait une relation, Salaï, car dans les yeux de la Joconde en minuscule, on pourrait apercevoir un L dans un œil et un S dans l'autre. L'identité de la Joconde demeure donc encore un mystère, et à mon humble avis, il est peu probable qu'on ait une réponse finale sur l'identité de la jeune femme, sachant que la seule personne qui aurait pu répondre à ce mystère nous a quittés il y a cela des siècles. Nous sommes au XVIIIe siècle. Un jeune garçon âgé de 12 ans travaillait avec sa mère près d'un bois au sud d'Auxerre. À un moment donné, la mère du jeune garçon l'a perdu de vue. Donc elle partit à sa recherche et elle le vit en train de se débattre face à un animal. La mère a réussi à sauver son jeune garçon, mais atrocement blessé, il a perdu la vie sur le chemin du retour. Et à partir de cet événement tragique, des attaques de cet animal ont été recensées. Des attaques qui sont arrivées jusqu'à l'oreille du roi, Louis XV, qui a offert une prime de 200 livres à celui qui mettrait fin au règne de terreur de cette fameuse bête. De nombreuses battues furent organisées, des loups mis à mort, on a empoisonné des carcasses de moutons en espérant que la fameuse bête allait se précipiter dessus et mourir par le poison, mais le nombre de jeunes victimes, des enfants, ne faisait qu'augmenter. D'ailleurs, cette fameuse bête, qualifiée de la bête de l'Auxerrois, n'avait peur de rien. Elle s'aventurait même dans les villages pour attaquer directement chez eux les jeunes enfants. Effectivement, un enfant qui jouait tranquillement chez lui a été dévoré sur place par la bête. Sa nourrice, alertée par le bruit, s'est précipitée à essayer d'arracher l'enfant de la gueule de la bête, mais elle n'a réussi qu'à en retirer un pied. Au total, en 5 mois,
on a comptabilisé une quinzaine de décès. Et en un an, on était à 28 victimes répertoriées. De ce qu'on raconte, cette fameuse bête de l'Auxerrois aurait tué 9 enfants, 9 femmes et 10 hommes. Donc en l'année 1734, il n'y avait qu'un objectif dans la tête des villageois de la région auxerroise, celle de mettre fin à l'activité de la bête de l'Auxerrois. Donc de nouvelles battues ont été organisées, des loups de nouveau mis à mort, et les agressions se sont arrêtées pendant quelques temps. Mais est-ce que la bête avait bel et bien été réduite au silence? Il est possible que non, car on ne sait pas si l'une des bêtes tuées au cours des différentes battues était celle qui avait causé tant de malheur. Quoi qu'il en soit, des décennies plus tard, en 1817, de nouveau, une bête s'est mise à sévir au même endroit que la première, aux alentours de la fameuse forêt où avait été attaqué le premier garçon. Mais cette fois-ci, la bête n'a pas été trouvée, elle a simplement disparu sans laisser de traces. De nouveau, la technique de l'empoisonnement de carcasses de moutons a été utilisée, donc on ne sait pas dire si la bête aurait perdu la vie suite à une ingestion de poison ou si elle a simplement décidé de quitter les lieux. Bien sûr, sachant que on ne sait pas à quoi ressemblait cette fameuse bête, les rumeurs, les plus folles parfois, se sont établies. Un loup-garou, une troupe de loups, ou même bien un démon, les différents témoignages semblent relater d'un grand loup ou d'une sorte de tigre. Donc des témoignages différents qui s'accordent uniquement sur le fait que l'animal ressemblait à un loup, mais n'en était pas réellement un. Selon des experts, lesquels on l'ignore, cet animal n'était pas un loup, mais une bête sauvage 100 mètres. Et il y a également une divergence de témoignages entre ceux qui ont pu voir la fameuse bête lors de la première série d'attaques et lors de la deuxième, c'est que lors de la deuxième série d'attaques, l'animal ressemblait peut-être plus à une hyène. Donc on aurait, selon ce qu'on peut imaginer, deux animaux complètement différents, mais sachant que la deuxième bête n'a jamais été retrouvée et la première n'a jamais été identifiée, on ne sait pas si les deux formaient en réalité un seul et même animal mangeur d'hommes. Dans le monde judiciaire, le terme corbeau désigne l'auteur ou l'autrice de lettres anonymes, souvent au caractère offensant et agressif. Eh bien, au XXe siècle, un corbeau a frappé dans la ville de Tulle. Nous sommes en pleine Première Guerre mondiale et les premières lettres ont été recensées au cours de l'année 1917. Elles ont été envoyées à Jean-Baptiste Moury, à Angèle Laval et à d'autres employés de la préfecture de la ville. Et pendant 5 ans, ces lettres vont être envoyées à un rythme incessant. C'est 110 lettres au total qui vont être reçues par les habitants de la ville. Abandonnées sur les trottoirs, sur les rebords des fenêtres, dans les confessionnals, à l'intérieur des églises, ces courriers ont tous un point commun, c'est qu'ils dénoncent des infidélités, des mauvais comportements, ce qui rapidement alimente les plus folles rumeurs parmi les habitants. Par exemple, Louise Laval a reçu une lettre mettant en garde sa propre fille, Angèle, de se méfier de son chef de service, Jean-Baptiste Moury, car cet homme apparemment la dénigre. Angèle Laval reçoit une nouvelle lettre qui dépeint son supérieur, Jean-Baptiste Moury, comme un séducteur, un homme avec une maîtresse dont il a eu un enfant, qu'il compte quitter. Donc rapidement, la réputation de ce monsieur Moury est mise à mal. Jean-Baptiste Moury, de son côté, lui reçoit des lettres où on lui demande de se méfier de certaines de ses collaboratrices. Et à chaque fois, les lettres sont signées d'un pseudonyme, celui de l'œil du tigre. Rapidement, au sein de la ville, on essaye de retrouver qui est à l'origine de ces fameuses lettres, mais c'est une entreprise des plus compliquées, car la personne qui livre ces lettres les livre elle-même. Elle ne passe pas par un service postal. Les mots prononcés sont durs, elle fait du mal aux gens, à leur vie, à leur réputation, à leurs amours. Et ce qui est très difficile pour les habitants de la ville de Tulle, c'est que les lettres exposent des faits réels. Elles mettent en avant l'intimité, ce que cachent les habitants à l'intérieur de leur domicile. Des secrets parfois douloureux qui devraient rester dans la sphère privée, comme des avortements, des liaisons extra-conjugales, des faits sur des personnes qui se sont donné la mort. Et cette personne, cet œil du tigre, sait comment manipuler les foules. Pour éviter d'être soupçonnée, elle peut facilement diriger les pensées des uns et des autres vers certains suspects alors qu'ils sont complètement innocents. Par exemple, bien que dans les premières lettres, l'œil du tigre semblait avoir des mots assez agressifs vis-à-vis de Jean-Baptiste Moury, dans les lettres qui ont suivi, les mots étaient plus élogieux. Donc on commence à penser que l'œil du tigre est peut-être en lien avec Moury ou sa femme. Et donc, de par le scandale réalisé par ce corbeau,
une enquête est réalisée. Malheureusement, l'enquête ne donne rien. Il n'y a aucun indice qui permettrait d'identifier le fameux corbeau, mais tout semble repartir quand un curé rend visite à la famille d'Angèle Laval. Le curé a remarqué une lettre qui n'était pas terminée, qui semblait correspondre à ce que pourrait dire l'œil du tigre. Donc le curé en informe la police. La police n'est pas sûre encore de qui est responsable de ces fameuses lettres, donc il convoque 3 personnes qui pourraient l'être. Marie-Antoinette Maury, donc la femme de Monsieur Maury, Angèle Laval et la mère d'Angèle Laval. Sachant que les lettres du corbeau étaient écrites à la main, un test est réalisé. Ce test, c'est d'écrire quelques lignes qui sont dictées par la police afin de voir si l'écriture correspond, oui ou non, avec celle du corbeau. C'est Angèle Laval qui passe dans un premier temps. On lui fait écrire de la main gauche et de la main droite parce que la police pense que potentiellement le corbeau écrit les lettres de sa main non dominante pour éviter qu'on puisse reconnaître son écriture. Donc en testant les 2 mains, au moins on en sera sûr. Angèle Laval est la première à passer à cette dictée et la police remarque déjà quelque chose d'assez particulier. C'est qu'elle met énormément de temps à écrire. Non pas parce qu'elle a des problèmes, mais en fait parce qu'elle repasse à chaque fois sur les mots, comme si elle cherchait à modifier son écriture. Donc la police décide de ne pas se laisser prendre au jeu et organise une dictée qui va durer très longtemps pour qu'Angèle Laval soit épuisée et ne fasse plus attention à corriger son écriture. Et les résultats sont formels. L'écriture d'Angèle Laval correspond complètement à celle de l'œil du tigre. La police ne dit rien, elle laisse Angèle Laval repartir pour ne pas qu'elle ait le moindre soupçon et finalement elle est citée à comparaître pour tout ce qu'elle a fait parce qu'indirectement elle a déjà été responsable d'une mort. Effectivement, Auguste Gibert, un huissier à la préfecture de Tulle, a reçu comme les autres des lettres, mais ces lettres à lui étaient quelque peu particulières. Les lettres étaient signées non pas par œil de tigre mais par le nom de sa femme, donc il était persuadé qu'en fait le corbeau était sa femme et ce fait-là l'a rendu complètement fou. Il a perdu la raison. Il a été victime d'hallucinations, donc par la suite interné. L'affaire ayant pris de l'ampleur parce que Auguste, ne voulant pas que sa femme soit condamnée, s'est accusé lui-même d'être l'auteur des différentes lettres, alors que ce n'était pas le cas et sa femme était également innocente. Et voyant que tout le monde perdait la raison, un secrétaire de mairie, lui, a dit que c'était lui le responsable, et alors que tout le monde le recherchait pour l'interroger, il s'est donné la mort en avalant des médicaments. Donc là, en fait, avec cette fameuse mort, la mort du secrétaire, qui a été pris dans cette spirale infernale, cette histoire de corbeau n'était plus une affaire de mœurs, mais une affaire criminelle, car ce corbeau avait indirectement causé une mort. Et il y en a eu une deuxième, maintenant qu'on sait que le corbeau était Angèle Laval, c'est que en attendant son procès, elle a voulu se donner la mort. Elle a entraîné sa propre mère avec elle et elle s'est jetée dans un étang. Sauf que Angèle Laval n'avait pas vraiment la volonté de mourir. Sa mère, par contre, si. Elle voulait en finir avec la vie et elle a réussi. Angèle, elle, n'a pas pu mettre fin à ses jours parce qu'elle a été secourue par des passants. Donc elle a 2 morts à son actif. Angèle Laval a eu son procès. Au cours de celui-ci, elle était vêtue tout de noir. Elle portait ses habits de deuil par rapport à la mort de sa mère. Et ce qui est absolument fou dans cette histoire, c'est que les gens, physiquement, en la voyant enfin, surtout dans cet habit noir, la décrivait comme un corbeau qui avait replié ses ailes. Angèle Laval, elle, n'a pas voulu se reconnaître comme coupable, mais finalement elle a été condamnée à 1 mois de prison avec sursis et elle a eu des amendes pour diffamation. Effectivement, une petite peine par rapport à tout ce qui a été réalisé. Des vies détruites, des morts provoquées, mais on peut se demander qui était cette fameuse Angèle Laval. Pourquoi en fait elle a lancé toute cette histoire d'œil du tigre? Pendant la Première Guerre mondiale, si vous ne le saviez pas, les femmes ont pris la place des hommes dans le monde du travail, les hommes étant affectés au front. Et Angèle Laval, elle, a été affectée à un travail dans une préfecture. Et là-bas, elle a rencontré un homme en 1917 dont elle est tombée amoureuse. Un homme dont on a déjà parlé précédemment, Jean-Baptiste Maury. Elle lui a fait des avances montrant qu'elle était clairement intéressée, mais l'homme, lui, ne l'était pas, donc il l'a repoussé. Il a décliné ses avances, et c'est à partir de ce moment-là, sous la colère, qu'elle a décidé de se lancer dans l'écriture de ces fameuses lettres. Après avoir purgé sa peine, Angèle Laval est retournée vivre chez elle, totalement recluse, et c'est à l'âge de 81 ans, à la date du 16 novembre 1967, qu'est venu son décès. Mesdames et messieurs, si vous avez regardé les 2 parties
de la compilation. Vous êtes venu à bout des 30 histoires les plus mystérieuses. Mais félicitations. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez toujours reprendre là où vous étiez arrêté ou découvrir la première partie. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous souhaitez la regarder. J'espère du fond du cœur que cette compilation vous a plu. Je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne. Merci d'avoir passé ces moments avec moi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!